Bonjour Marseille, bonjour à tous. Bonjour Marseille, bonjour à tous les internautes qui nous regardent très nombreux ce matin. Avec nous pour un débat intitulé Made in France, Made in Provence, le président de la région Sud, Renaud Muselier. Bonjour. Bonjour. Et effectivement, c'est inédit peut-être, en tout cas sous ce format-là, et en tout cas à la tribune, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, auteur d'un livre intitulé L'engagement, publié chez Grasset, et avec qui nous allons débattre effectivement du thème Made in France, Made in Provence. Et à ce propos, petite publicité gratuite, si vous pouvez le voir à l'antenne, La Tribune sort un magnifique numéro de sa revue trimestrielle, nouvelle revue, sur le thème de fabriquer tout français. Vous pourrez y lire Arnaud Montebourg notamment, et merci de nous avoir accordé cet entretien. Alors, le retour de l'industrie est peut-être un des effets positifs, si on peut dire, de la crise sanitaire. D'après vous, Arnaud Montebourg, est-ce que le monde post-Covid et post-carbone, en fait, donc les 5 ans de l'accord de Paris, est un retour du Made in local, pour faire le pont entre le Made in France et, on va en parler, le Made in Provence? C'est vrai que les nations ont compris que leur perte de liberté était liée à la capacité de produire en toute indépendance, indépendamment des décisions des autres, des produits des autres, des brevets des autres, des normes des autres, des modes de vie des autres. On l'a découvert dans la santé, on s'en inquiète dans l'énergie, les transports et l'alimentation, dans l'eau. On a ces motifs de préoccupation. Donc les nations qui ont survécu dans les crises, qui n'ont pas été défaites, englouties ou affaiblies, sont des nations qui produisent. Sinon, ils sont dans la main des autres. Et donc, comme nous avons une industrie qui s'est écroulée, une agriculture qui est quand même vraiment en très mauvaise santé, il va falloir reconstruire. Et comment on va reconstruire ? On va reconstruire au plus près des consommateurs. Et qu'est-ce que veulent les consommateurs ? Le moins possible d'émissions de carbone, la préservation de la biodiversité et le moins possible de matières premières à extraire de la nature et donc le plus possible à recycler. Donc ces trois données-là connues, on voit comment doit muter l'agriculture et on voit comment l'industrie doit se recomposer. Et là, c'est des milliards d'investissements qu'il va falloir mener parce que ni les agriculteurs ni les industriels n'ont les moyens, ils sont surendettés, tout le monde sort à genoux de cette crise. Les États, l'Union européenne, les industries, tout le monde. Donc il va falloir trouver les milliards pour réinvestir dans l'agriculture et l'industrie écologique. Alors on va en parler dans son application locale, mais deuxième question, Arnaud Montebourg, ça fait des années que vous tenez ce discours, vous l'avez même trouvé un nom, la démondialisation. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où effectivement on se pose de nouveau ce sujet, on a une méthode de travail? Comment est-ce qu'on peut réussir, ce dont on parle en réalité depuis pas mal d'années, après avoir sans doute négligé, vous l'avez dit, le problème? Aujourd'hui on veut le traiter, mais est-ce qu'on s'y prend bien? Est-ce que le gouvernement s'y prend bien? Est-ce que certains pays savent s'y prendre mieux que nous? Tous les pays qui ont réussi sont les pays qui ont une industrie suffisamment forte ou un État suffisamment fort, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, pour planifier l'usage de leurs ressources. Donc c'est le retour du plan? Non, c'est pas le retour du plan, c'est autre chose. C'est-à-dire que les Chinois, ils ont un plan communiste. Les Allemands, ils ont un plan, ils partent de leurs points forts et ils dévorent, et ils mangent, et ils avancent, et ils prennent des parts de marché. Donc nous, on a des ressources éparpillées, on a de multiples acteurs, on a des moyens, mais on les utilise mal, et on a surtout des ressources humaines, scientifiques, technologiques extraordinaires dans les territoires. Pour réussir. Et donc, il va falloir se mettre ensemble. C'est le problème de la France. Il y a quand même se mettre ensemble. Donc ça, c'est la planification. On dit, tiens, on va faire la 5G française. Il faut faire la 5G, c'est normal qu'il y ait un débat politique. Si on fait la 5G, dans ce cas-là, on refait le nouvel Alcatel qu'on a laissé vendre à Nokia, par exemple. On reprend la R&D à Lannion en Bretagne. On crée des usines, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des brevets et de la R&D, il faut aussi avoir des capacités de production et des savoir-faire sur la production, et pas faire sous-traiter ça à Pétaouchnok. Donc ça, c'est un travail d'unification de nos ressources humaines, technologiques, scientifiques, financières et industrielles. Dans ce que vous décrivez, public-privé. Dans ce que vous décrivez, public-privé, il y a une partie qui dépend du privé, c'est réunir les acteurs, et parfois ils sont en compétition eux-mêmes, donc c'est difficile. Il y a ce qui dépend de l'État. Dans le plan de relance, le gouvernement, M. Macron, dit qu'il consacre, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment vrai, 1 milliard d'euros pour les relocalisations. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que, d'autre part, c'est suffisant? Vous nous dites dans l'interview qu'au Japon, ils ont mis 15 milliards sur la table. 14
14 milliards pour 1600 projets de relocalisation. C'est la troisième puissance mondiale. Nous, on n'est pas bien loin, on est la sixième, cinquième ou sixième, selon la police ou Alors les c'est quoi organisateurs. la méthode japonaise? La méthode japonaise consiste à dire, voilà, vous fermez toutes vos usines en Chine et vous les rapatriez sur le sol japonais. Je vous fais un chèque de 75% de la totalité de ce que ça vous coûte. La fermeture et la réouverture. Et en contrepartie, on va décider où est-ce que ça va. Donc ce n'est pas du tout la méthode qu'on a. La méthode, elle est restrictive, multicritère, multidécisionnelle. Donc on ne sait pas trop comment ça va. Donc c'est opaque, c'est une instruction bureaucratique au ministère de l'économie. Et comme ce n'est pas à guichet ouvert, il n'y a pas de ruée vers le retour sur le territoire national. On pourrait faire donc 14 fois plus. Voilà mon point de vue. On peut le faire. Il faut le décider, c'est tout, et se donner les moyens de le faire. Renaud Muselier, comme président de région, donc à votre échelle, la réindustrialisation, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau avec le Covid, peut-être qu'on ressent plus l'urgence, je le disais, mais ce Made in Provence, pour vous, qu'est-ce que ça représente, l'industrie en Provence? Quel est à la fois le poids, on sait que c'est la 3e région économique de France, quel est le poids de l'industrie en nombre d'entreprises, en nombre d'emplois, et comment est-ce que vous voulez vous y prendre pour la développer? Merci pour cette invitation et je suis très heureux d'être à côté de M. Montebourg, ancien ministre de notre pays, dans lequel il s'est beaucoup impliqué pour le Made in France, qui a fait un choix personnel d'évolution politique courageux, qui est passé dans le privé et qui investit et qui, en même temps, fort de son expérience politique en tant que parlementaire, président de conseil départemental, je crois, et ministre, a fait le tour des difficultés organisationnelles de notre pays. Et on parlera de ces investissements en Provence, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est pas pour ça, c'est sur le... Et aujourd'hui, le parcours politique fait en sorte qu'il a une stratégie nationale avec une conceptualisation du retour de l'industrie en France ou sur nos territoires. Attention, vous allez finir par voter Montebourg. Non, mais enfin, c'est un ami depuis longtemps et Dieu sait si j'ai pu l'affronter sur le plan politique, mais... il y a des points de convergence. Non, mais je suis plus partisan depuis longtemps, en fait. Je suis pragmatique. C'est mon côté médecin. Et donc, quand il y a des choses qui me paraît frapper au coin du bon sens avec une visibilité, une vision, ça me va assez bien. Ce qui concerne la région, c'est sur les entreprises, c'est 25 000 entreprises industrielles, c'est 400 000 emplois. Donc, c'est quand même énorme, avec en même temps une région qui est la première destination touristique au monde. Enfin, la France étant la première destination touristique au monde, après Paris, c'est nous. Et donc, on a 3 grandes métropoles, de très belles industries, de fleurons industriels internationaux, et en même temps 1000 km de côte et 50% d'espace boisé. Et donc comment faire en sorte qu'on ne sanctuarise pas sous réserve de la protection de la nature et en même temps qu'on développe la vie et l'industrie. C'est cet équilibre permanent qu'il faut arriver à trouver. Dans la région, nous, on a une démarche qui est assez simple. Quand on est arrivé, on a dit, nous, on ne veut plus arroser, et je vais rejoindre M. Montebourg dans ses propos. Nous, on n'est plus le tiroir-caisse des autres collectivités ni de l'État, ça c'est fini. On a des fleurons industriels. Dans le cadre de la loi, nous avons une compétence qui est une compétence en ce qui concerne le déplacement, bien sûr les transports, bien sûr les universités, la formation, c'est-à-dire globalement toute la vie, depuis le lycée jusqu'à la formation professionnelle, la totalité de la filière et toute l'économie. Donc nous, notre logique est assez simple, c'est de dire on a, et je rejoins là-dessus la stratégie Montebourg, c'est de dire nous on a des filières. Des filières qui sont très clairement identifiées. Je vais vous donner par exemple, c'est le plus simple pour la compréhension générale, c'est Airbus Hélicoptère, là on est numéro au monde. Bon. À partir de là, on a des filières industrielles derrière, un savoir-faire là-dedans, il faut le développer, le démultiplier, et on prend chacune de ces filières, on a 8 opérations d'intérêt régional en ce qui concerne l'industrie, qui nous amènent à développer ces filières, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit l'environnement, que ce soit les hôpitaux, que ce soit la navale, ou que ce soit l'aérospatiale par intermédiaire d'hélicoptères. Ou les énergies, puisqu'on a tout le volet ITER, fission, scission, on a toutes les énergies chez nous. L'avenir se prépare chez vous. Nous, on a toutes les énergies. On a l'hydraulique, on a la fission, on a la scission, on a l'éolien en mer et on a le gaz, le pétrole et en même temps le solaire. Donc nous, on a absolument tout. Donc il faut bien, avec l'hydrogène, donc on a bien à canaliser ça. Ces filières-là, on les a. Et c'est là où la stratégie était indispensable, de façon à ce qu'on n'aille pas se perdre dans des compétences qu'ont les autres, mais qu'on centralise dans nos filières une filière que l'on peut développer qui fait en sorte que quand il y a une crise comme on vient de la vivre, bien entendu, on se tasse.
bien entendu, mais on peut rebondir parce qu'on n'a pas pété la filière. Exemple pour l'aérocoptère, c'est très intéressant sur le plan des filières. Mes copains d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine qui ont Airbus, mais avion, et ils ne vendent plus un avion comme nous, ils ne vendent plus un hélicoptère au monde. Sauf que la France, elle injecte pour une fois, dans les hélicos militaires, aviation civile, etc. Et donc notre filière, elle se réduit, bien entendu, mais elle reste en vie. Et donc elle va pouvoir rebondir parce qu'on continue à fabriquer des hélicos et la totalité de la filière fonctionne de l'industriel à l'électricien, en passant par le mécanicien, en allant sur l'ingénieur, ce qui n'est pas le cas de mes copains. Et donc dans cette démarche de crise, il faut bien se recentrer, et pour rejoindre les propos de M. Montebourg, la réalité c'est que on a des États dans l'État. Et ces États dans l'État font en sorte qu'ils veulent absolument tout piloter de Paris. Et cette verticalité empêche la souplesse dans la décision, alors que, par exemple, on voit bien avec la démarche de M. Castex dans le plan de relance, on va signer cette semaine avec lui un plan de relance à hauteur de 5 milliards. À l'époque de M. Vauzel et M. Valls, c'était 1,8 milliard pour la région, on va signer vendredi, et où on a ciblé systématiquement la totalité de nos filières industrielles ou universitaires, de façon à avoir une logique de cohérence de développement, un peu à l'allemande. Hein. Donc le lander avec des vous avez capacités. l'impression que c'est une bonne méthode, cette décentralisation du plan de relance, vous vous y retrouvez, parce que certains craignent, comme M. Montebourg, que ça se perde un peu dans les méandres administratifs. C'est-à-dire qu'il y a les moyens financiers qui sont choisis. Dans ces moyens financiers qui sont choisis, en tant que président de région de France, j'ai invité mes collègues à signer le plus vite possible, parce qu'il y a bien un moment où... Il y a une course de vitesse, là, quand même. Mais c'est surtout, il y a une course de vitesse au milliard. Hein. Oui, on nous explique qu'il y a des milliards toute la journée. Écoutez, moi, j'ai tendu la main dans la totalité de mes filières pour dire, écoutez, vous avez des milliards, je peux les consommer. Vous avez des moyens, j'ai les projets. Vous n'avez pas de temps, moi non plus, ça tombe bien, je suis capable de le faire tout de suite. Et donc, on valide ça. Et après, il y a le pilotage. Et le pilotage, c'est le plus difficile, en fait. Parce qu'à partir du moment où c'est eux qui ont les moyens et qui nous donnent la possibilité, dans le cadre de la loi, de l'appliquer, il faut avoir un copilotage, préfet de région, président de région, et on le fait et on le ventile territoire par territoire et filière par filière. Ça, c'est l'organisation qu'on essaie de faire, de façon à ce qu'on soit le plus pragmatique possible, avec des vraies difficultés, que ça soit le ministère de la Santé, que j'ai dans le nez en ce moment, ou que ça soit Bercy par endroit, ou les transports par d'autres, ou quand vous validez la ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la totalité du dispositif, le ministère du Transport vous a dit non. Alors que la totalité des ministres, du Premier ministre, les deux, votés au Parlement, font dire que c'est OK. Et donc, vous avez ces espèces de blocages. Et donc, en fait, il faut se battre sur tous les ballons. À partir du moment où on a une stratégie, on veut des résultats sur 3 ans avec une vision sur 20 ans, on réindustrialise, on cible la totalité de la filière, on n'en sort pas et on pousse systématiquement sur la totalité des dossiers. Vous avez ouvert beaucoup de pistes, mais peut-être une, vous avez un peu esquissé le sujet que je voudrais développer, parce que notre séminaire s'appelle Marseille zéro carbone, et on parle bien sûr aujourd'hui de l'accélération dans le plan climat. Donc vous avez aussi un plan climat au niveau de la région. Comment est-ce que vous pouvez effectivement faire en sorte que votre relance soit une relance verte, on en a beaucoup parlé, l'hydrogène, vous avez cité, les transports, les mobilités, peut-être également décarboner l'industrie, aider l'industrie à se décarboner. On ne va pas faire venir les usines du 19e siècle, c'est des usines totalement modernes. Moi, je suis un médecin, donc diagnostic-traitement, c'est toujours la même mécanique intellectuelle en tout cas. Donc là-dessus, on s'est dit, il y a une prise de conscience très forte de la majorité régionale qui a été prise avec les accords de Paris. Quand même, et cette prise de conscience nous a interpellés à la sortie de Trump. Et donc là, on s'est dit, on critique, on est pour, on est contre, bon, ok, d'accord, mais on prend notre destin en main, qu'est-ce qu'on fait pour ? À ce moment-là, on a validé une démarche qui est de faire, et ça on le fait depuis 3 ans, on met 30% de notre budget, donc ça fait 500 millions d'euros quand même par an, sur notre plan climat, une COP d'avance. Alors vous allez me dire, c'est quoi ça ? Ça veut dire que c'est les circuits courts, ça veut dire là-dedans, il y a en fait 4 dossiers. Terre, air, mer, énergie, déchets. Voilà, de façon à ce que terre, parce que de toute façon, vous avez la nécessité d'avoir des transports qui soient adaptés. Donc là-dessus, vous avez par exemple une borne électrique, il y en avait tous les 300 km, maintenant il y en a une tous les 35 km. Vous avez les transports, puisque c'est ça nous qui avons ça en charge, pour les trains, on a acheté des trains à batterie ou des trains à hydrogène. Pour les lignes grande distance, on met des lignes avec des bus électriques. Par exemple, pour la terre, les transports. Par exemple, mer, escale zéro fumée.
on a mis 40 millions d'euros sur la totalité de la région pour faire en sorte que Nice soit un port escale zéro fumée, Toulon soit un port escale zéro fumée 2021, et pour Marseille c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a ces gros bateaux de croisière qui arrivent, qui ne sont pas la même chose que les ferries, et donc on met des prises à quai avec des systèmes qui sont un peu complexes, mais c'est beaucoup d'argent, pour adapter le bateau, et pour en même temps adapter la prise électrique. Parce que par exemple à Toulon, quand vous avez ces gros bateaux de croisière, quand vous branchez le bateau, Toulon s'éteint quand même. C'est pas une prise électrique comme votre rasoir là. Toulon s'éteint. Donc il faut amener tout ça, il faut le mettre tout ça en place, c'est 40 millions d'euros. Et donc voilà par exemple, et après on a la totalité de nos ports, pour les ports de tourisme, plaisanciers, nos ports propres pour qu'on ait les pavillons bleus dans la totalité des ports. Donc chaque région a ses spécificités. Et pour là, chaque maire qui a la façade maritime, et comme c'est nous qui à la fois un atout et comme nous sommes des aménageurs du territoire, comme nous sommes en tant qu'aménageurs du territoire, chaque maire quand il présente son dossier, il a un contrat régional d'équilibre territorial qui fait en sorte qu'on abonde son dossier dans la mesure où il lui-même fait des efforts dans ses domaines d'activité. Ce qui nous amène petit à petit à une prise en conscience non pas pénalisante, l'écologie verte absolue, etc., mais par exemple nos parcs régionaux, on a mis des gardes régionales dans les parcs régionaux, cofinancés par l'Europe, qui nous permettent d'avoir des parcs ouverts et protégés, et on a beaucoup moins de feux de forêt, parce qu'on a enfin en même temps notre plan guerre du feu. Face au réchauffement, et donc c'est quand on compare ensemble à la Californie, il faut investir effectivement dans l'entretien. Il faut investir dans les hommes, il faut investir. Il faut faire respecter la loi. Si on ne veut pas avoir les incendies de la Californie, il faut agir. Mais il faut respecter la loi, il faut débroussailler. Hein. Il faut que les maires fassent débroussailler. Après, il faut être équipé en moyens humains à terre, humains en l'air. Voilà, c'est indispensable. Et après, il faut replanter. Bon, ben voilà, et quand vous faites... Il faut surveiller pendant la période, avec des drones, avec des gardes régionales, etc. Sauf de 15 000 hectares brûlés, on est passé qu'à 1500. 1500, c'est beaucoup. Enfin, en 3 ans, ça a marché notre truc. C'est moins que la Californie, quand même. Et oui, mais parce qu'on s'est donné les moyens, et on a un plan global qu'on fait avec les départements, les SDIS, enfin et je souligne une chose, c'est que l'idée, en tant que président de région, c'est d'arriver à copiloter avec les territoires. Voilà. On délègue aux autres territoires. Seulement, on va tous dans le même sens. C'est pas chacun fait son truc dans son coin. Vous appliquez la décentralisation au niveau local? J'essaye, en tout cas, en attendant, je n'ai pas au niveau des maires, des EPCI, des départements, des métropoles, de lutte anti-muselier qui explique que Muselier fait tout seul les trucs dans son coin. Moi, je m'adapte. Les Alpes de Haute-Provence, ce n'est pas les Hautes-Alpes qui n'ont rien à voir avec les Alpes-Maritimes. Et dans les Alpes-Maritimes, la Vésubie et la Roya, ce n'est pas la même chose que Nice. Pourtant, ils sont dans la même métropole, sauf la Roya qui est plutôt avec Menton. Donc ces territoires-là, ils ont leur propre vie, ils ont leur propre histoire. Et donc, mais ils peuvent s'intégrer quand même dans une logique de réindustrialisation. Vous ne mettez pas la même chose à la Roya que dans le Vaucluse. Hein. Alors on va parler du Vaucluse dans un instant avec Arnaud Montebourg, mais avant de parler du Vaucluse et des amendes avec Arnaud Montebourg et vous, je voudrais quand même, Arnaud Montebourg, rebondir sur une des pistes qui a été évoquée, qui est essentielle. Vous avez évoqué les obstacles et les espoirs peut-être d'agir, mais ce qui manque le plus, vous l'avez dit pour Airbus Hélicoptère et pour l'aéronautique en général, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de sauvegarder les compétences, donc les emplois. Ce qu'on n'a pas fait dans la désindustrialisation, et vous le savez bien, monsieur le ministre, parce que vous l'avez vécu, on a perdu par cette baisse de la part de l'industrie en France des emplois, mais également des compétences. Aujourd'hui, il faut recréer. Alors, heureusement, il y a des nouvelles usines, là, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. On peut former, mais l'enjeu principal aujourd'hui de l'industrie, c'est la formation, y compris avec les régions. Je pense que vous posez un sujet que le président de région, comme tous les présidents de région connaissent, c'est-à-dire que vous allez avoir après les risques de faillite qu'on va connaître quand on va retirer les perfusions et les antidouleurs sur toutes les entreprises l'année prochaine, on va avoir des vagues de faillite, on va avoir des gens qui vont se retrouver au chômage et qui sont qualifiés. Bon, déjà, il va falloir soit les garder en attendant que ça reparte, soit les reconvertir. Et donc, il y a là un plan de formation énorme à inventer. Aujourd'hui, le système de formation ne marche pas. Le système personnel où vous avez votre compte de formation, ça ne marche pas. D'abord parce que c'est insuffisant, et surtout parce que tout le système de formation professionnelle est ultra bureaucratisé. Et donc, on jette de l'argent par les fenêtres. Moi, je suis pour qu'on remette des écoles dans toutes les entreprises. Voilà, c'est assez simple. Les entreprises se voient aidées pour former, et à la sortie, la contrepartie, c'est qu'à la sortie, si l'État et la puissance publique payent le prix de l'apprentissage,
parce que ça se paye, ce n'est pas les entreprises qui peuvent le supporter, à la sortie, il y a une garantie d'emploi. Donc on crée des garanties d'emploi à chaque fois, dans tous les secteurs où il y a du travail. Alors, les plus grandes entreprises. Il y a 500 000 emplois non pourvus aujourd'hui. Par filière, les filières Par qui filière, marchent, ils pas demandent. Et alors le président Dans de la région- métallurgie, par exemple, la métallurgie, ils vous demandent tant d'emplois. Bon, ils les ont pas, ils les trouvent Ils pas. les trouvent pas. Bon, donc il faut amener des gens en formation, leur dire voilà votre niveau de salaire, voilà la formation, c'est à tel endroit, comment on peut vous aider, puis à la sortie, une garantie d'emploi. À votre on niveau, ferait- comment on Eh fait ben, ça, eh ben, Renaud c'est- Bruselier, c'est- notamment, est-ce que c'est- vous êtes-vous satisfait de la réforme de la formation professionnelle qui a été assez vue dans une façon mais- de reprendre la main sur le pouvoir des régions? Non, mais ça part d'un bon sentiment qui est de dire on va créer des emplois pour les filières qui embauchent beaucoup, mais elles ne sont pas très nombreuses quand même malgré tout, mais elles sont très clairement identifiées avec des moyens financiers et des quantités faciles à voir. C'est par exemple l'UMM pour la métallurgie, c'est par exemple le BTP. C'est globalement comment on peut fabriquer, etc. Mais le problème de l'apprentissage, c'est aussi les centres d'apprentissage dans les zones rurales. La filière de tout ce qui est esthéticienne, boucher, coiffeur, odontologiste, là, cela, il n'y a pas de filière là-dessus. Il y a un besoin d'emploi, il y a la nécessité, mais il n'y a pas l'industriel qui va payer l'entreprise qui va faire ça. Et c'est là où il y a une énorme erreur stratégique qui a été faite par le gouvernement. C'est-à-dire que, oui, aux grandes filières structurées et organisées, mais ils ont coupé toutes les petites filières, notamment les filières rurales ou les métiers qui sont des métiers coiffeurs, etc., qui passent par la formation professionnelle, qui passent par l'apprentissage, qui passent chez les bouchers qui sont formés en Angleterre, et qui, à ce moment-là, vous faites comment pour Briançon, pour Gap? Comment vous faites? C'est pas l'UMM qui va payer là-bas. Hein. Par contre, l'UMM, il va payer pour la formation professionnelle en phase de Cadarache. Hein. Là, oui, il y a un centre de formation professionnelle à Manos qui est remarquable, parce qu'ils fournissent pour Cadarache. Donc il faut donner de l'égalité et de l'accès, en fait. Non, il faut ciseler. Voilà, c'est pas, je décide de tout faire comme ça. C'est pas vrai. Voilà, Il faut s'adapter à chaque bassin d'emploi. Il faut s'adapter à chaque filière créatrice d'emplois, sans jamais oublier qu'il y a des filières de métiers qui ne sont pas organisés en tant que tels et qui peuvent payer eux-mêmes, comme l'UMM et le bâtiment, c'est quand même pas les odontologistes, quoi. Hein, bon, ça n'a absolument rien à voir, ou les bouchers. Et donc, c'est des organismes. Et ça, nous, les régions, on est capables de le faire. Par bassin d'emploi, par territoire. Le traitement de la navale à La Ciotat et à Toulon n'a rien à voir avec le traitement de la formation professionnelle à Avignon. Voilà, c'est évident. C'était tellement évident qu'ils nous disent que ça ne marche pas comme ça. Bon, on ne peut pas être en Provence et parler de Made in Provence. On va parler de la marque Made in Provence, mais avant, on peut commencer par dire, parmi les marques Made in Provence, il y a le Calisson d'Aix, par exemple. Arnaud Montebourg, vous êtes un entrepreneur, un homme politique devenu entrepreneur, et vous plantez des amandiers en Provence. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Et quelle filière, parce que c'est une filière aussi agricole, on a créé un circuit court. La compagnie des amandes avec François Moulias, qui habite à Aix-en-Provence, et on a créé cette entreprise à Aix-en-Provence. Et c'est une entreprise qui a pour but de faire renaître l'amandier du sud de la France. Et je dois vous dire qu'en 1948, qui avait disparu. Il y avait 12 000 hectares d'amandiers en Provence. Aujourd'hui, on consomme en France 40 000 tonnes d'amandes, on en produit 800 tonnes. 800 000 entre, selon la police et les organisateurs. Hein, on ne sait pas trop, il y a encore un flou. Mais on est vraiment très loin. Donc le retour de l'amande Made in France, on a essayé de le faire en Provence, à la région du président Renaud Muselier, qui nous a beaucoup aidés. Je voudrais dire qu'il a été aux côtés de toutes nos équipes techniques. On est en train de monter une petite usine de casserie, c'est-à-dire où on transforme l'amande qui arrive en coque, on la trace, on l'ensache, etc. On va monter ça. Ça se passe dans le Vaucluse. Hein. Nous plantons en ce moment les hectares. Dans le Vaucluse. Donc là, cette année, nous venons de planter à Pernes-les-Fontaines 26 hectares, à Sérignan-du-Comtat au mois de février-mars, avant le printemps, nous plantons une centaine d'hectares encore. Nous avons une autre plantation à Narbonne que nous allons planter. Donc sur ces deux régions, les trois régions, Corse, Occitanie et Provence, mais la majeure est en Provence. Et je dois vous dire que nous faisons renaître l'amandier provençal. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes allés chercher le soutien du label bas carbone parce que nos arbres stockent du carbone. Et donc, tous les pollueurs qui émettent du CO2 vont subventionner, pour compenser leur empreinte carbone, des forêts de l'autre côté de la planète. On leur dit non, nous, on plante des vergers en Provence. Est-ce que vous ne voulez pas acheter du carbone provençal stocké dans les vergers
de monsieur Muselier. Et est-ce que monsieur Pouyanné de Total vous a dit banco? Ils nous ont dit, c'est pas trop cher, on leur dit, c'est le prix de la trajectoire carbone de la France que vous devez accompagner. Donc nous avons créé finalement une sorte de bénéfice supplémentaire pour les agriculteurs qui nous accompagnent, arboriculteurs avec qui on s'associe. On plante chez eux, nous on n'achète pas la terre parce qu'on respecte la propriété agricole et foncière, mais on s'associe avec eux pour faire renaître les magnifiques amandiers qui fleurissent 20 février. On va y aller, Arnaud Moreau, vous nous donnez envie. Mais Renaud Muselier, alors d'abord pour saluer cette expérience et peut-être parler de effectivement ce cercle. On a prévu 2000 hectares quand même. 2000 hectares. 2000 hectares, donc c'est quand même une vraie filière. Donc c'est ce made in local, ce cercle vertueux qu'on peut recréer par les circuits courts. On a le Sondex, on a dans le temps les amandiers qui étaient là, ils ne sont plus là. On a une expérience, un savoir-faire, on a un industriel qui vient respecter la nature, les propriétaires, le foncier, et qui nous propose une filière. Bon, on étudie le dossier et je mets en place les équipes. Et c'est là où le politique y joue quand même. Parce qu'ils ont l'idée, c'est eux les entrepreneurs quand même. C'est pas moi l'entrepreneur. On investit beaucoup. Moi, je suis un facilitateur. On a levé 40 millions quand même pour faire ça. Voilà, moi, je suis un facilitateur. Mais s'il n'a pas le soutien de la région, ces 40 millions, il va les mettre ailleurs. Peut-être en Espagne, peut-être en Italie, peut-être chez mon ami Delga, mais c'est pas grave. Parce que si le truc se développe, on va arriver chez Delga, chez Rousset, sur la totalité du Sud, et on aura ramené les amandes en France, alors chez Simeoni en Corse. Donc on se retrouve dans une démarche où nous, on a un projet industriel qui est plein pot dans notre plan climat, qui fait en sorte que justement, il vient s'additionner sur d'autres compétences, dont notamment le Calisondex, mais on fait pareil pour les savons de Marseille, on travaille de la même manière avec Soleil Ado. Ce sont des filières qui existent ou qui ont existé, que des entrepreneurs relancent, conceptualisent et réalisent. Et donc nous sommes des accompagnateurs et des facilitateurs. Et donc mes équipes ont besoin de répondre à des trucs très simples. Hein. Pas la discussion, on s'entend. Hein. Où, quand, combien, hein. Où vous installez, quand vous voulez y être et combien ça va vous rapporter et nous coûter. Renaud Muselier, voilà. La marque Made in Provence. Quand même la marque la plus connue au monde. Vous savez, c'est ce que dit, c'est ce qu'a souvent dit Bernard Tapie en achetant la Provence, en disant que c'est la marque la plus connue au monde, la Provence. Et c'est vrai que la Provence, ça fait rêver. Et la Provence, c'est une qualité de vie, c'est un territoire, c'est un soleil, c'est une lumière, c'est des odeurs, des bruits, bon, des chants. Et donc la Provence, elle est connue dans le monde entier. Quand on a dans son nom Provence-Alpes-Côte d'Azur 3 marques, comme Provence-Alpes et Côte d'Azur, on ne peut pas accepter de s'appeler PACA toute la journée quand même. Et quand on est à l'international, ces amandes, ce n'est pas les amandes de PACA France quand même, c'est les amandes de la région sud France. C'est les Calisondex. Il y a des marques et des sous-marques. Il y a des choses qui font rêver, qui nous donnent des papilles. Bon, et bien PACA, ça fait rêver personne. D'ailleurs, vous ne dites pas Aura ou HDF pour Hauts-de-France. Et donc, cette habitude doit être changée parce que la guerre de la marque est une sensibilité. Et nous, quand on est du Sud, vous savez, les Alpins et les Azuréens, ce n'est pas les mêmes. Hein. Et les Marseillais et les Niçois, ce n'est pas les mêmes. Mais on est tous du Sud. Hein. Par contre, on n'est pas des Pacaïens. Et cette marque-là, au niveau marseillais, au niveau français, au niveau européen, au niveau international, ça a un sens. Et ça nous fédère pour faire en sorte qu'on défende nos littorales, on défend nos territoires. Et même s'ils sont très différents, aller à Pernes, et ça n'a rien à voir avec le Sauze. Enfin, c'est pas les mêmes territoires, c'est pas les mêmes vallées, c'est pas les mêmes gens. Ils ont plaisir à vivre ensemble. Et donc c'est se vivre ensemble dans un environnement qui donne une perspective. Et qu'est-ce qui me manque aujourd'hui ? C'est qu'on est dans une mondialisation, on sait tout ce qui se passe partout, tout de suite, on donne son avis sur tout le temps, etc. Mais on a besoin d'être accroché sur son territoire, on a besoin d'être apaisé, on a besoin d'être quelque part, avoir une vision d'avenir en disant mes enfants vont peut-être pouvoir grandir là, ils vont peut-être pouvoir s'habiter là, ils vont peut-être pouvoir profiter de ce territoire aussi. Ils vont peut-être pouvoir se développer économiquement aussi quand même. On n'est pas dans un territoire cristallisé, bloqué, tétanisé, sans avenir, sans lendemain. On a des rêves, on a des perspectives, on a une histoire, on bénéficie d'une richesse de territoire et on doit se servir de nos cerveaux pour préparer l'avenir. Et par l'affaire des amandes, ben écoutez, c'est un beau dossier, ça existait avant, pourquoi ça n'existerait pas demain, ça va le faire. En tout cas, je veux remercier les équipes du président de la région, Renaud Muselier, parce qu'ils ont une vision stratégique très efficace et il y a eu des discussions assez fortes, mais quand même très efficaces. Et on est tombé d'accord. Voilà, sur un investissement dans cette région important, parce qu'on va planter 2000 hectares sur la façade méditerranéenne, Corse comprise.
Beau projet. Et on Et viendra donc en on va février. produire 2500 à 3000 tonnes par an d'amandes made in France, made in Il y a Provence. des gens made qui in vont voir les Corse. cerisiers en fleurs au Japon, viendront voir les amandiers en fleurs. J'en rêve, j'en rêve. Vous avez Ouais. les champs de lavande chez nous, vous avez Ah vraiment bah, toutes les couleurs du monde. Mais dites-moi, c'est pas magnifique ce territoire? Arnaud Montebourg, ça me fait penser, et peut-être pour conclure ce débat qui était riche, passionnant, forcément trop court, mais on aura l'occasion de le refaire, peut-être ne pas confondre démondialisation et autarcie. C'est au Made in Provence, on veut le vendre dans le monde entier. Comment vous réconciliez, y compris vous-même, votre cerveau démondialisateur et votre cerveau qui veut exporter, qui veut Mais vendre il faut sortir j'allais dire, presque du simplisme. C'est pas parce qu'on est pour qu'il y ait des frontières qu'on n'est pas ouvert. On peut juste décider de rétrécir le monde sans s'enfermer chez soi. Rétrécir le monde, c'est rapprocher les choses, déjà. Déjà, si on pouvait avoir une Europe puissante face aux empires qui commencent à devenir nos oppresseurs. Les États-Unis, qui ont été nos libérateurs, se sont transformés en oppresseurs. Ils nous pompent tout l'or numérique, nous sommes une colonie numérique. Nous avons été dépouillés dans de nombreux fleurons industriels par des opérations absolument inadmissibles. C'était des humiliations nationales comme dans l'affaire Alstom. L'extraterritorialité du droit américain est inacceptable. Il n'y a pas de riposte par rapport à ça. Et je trouve les réponses par rapport à la domination des GAFA bien timides. Les oppresseurs chinois, ils sont en train de prendre finalement toute notre industrie, tous nos savoir-faire et toutes nos technologies. Y a-t-il des réactions par rapport à ça? Aucune. Donc ça s'appelle... Donc, ce qu'il faut, c'est une mondialisation plus équilibrée. Mais ça c'est des... Avec des taxes Non carbone mais ça aux c'est naïf, frontières, ça. avec, Ça c'est innocent et naïf. Il y aura ce qu'a fait Trump, comme Obama, sur les pneus chinois, vis-à-vis de la Chine, c'est ce que l'Europe devrait faire. Nous devons nous préserver, nous protéger. Nous avons des intérêts à défendre dans ce monde. C'est tout. Donc la naïveté n'est plus possible. Make Europe. Ça veut dire qu'il n'est pas anti-Europe. Hein. Make Europe. Attention. Par contre, il faut que l'Europe, elle fonctionne. Make Europe great again, ça sera notre mot de conclusion. Bah, et great Make again. Provence, great always. Merci Moi, je beaucoup. pense que ce n'est pas incompatible d'être Merci. marseillais, provençal, français, européen. Mais tout ça doit trouver chacun C'est sa un place. Parisien qui vous le dit, hein, aucun problème. Avec grand plaisir pour ce débat, on rend l'antenne à Marseille, à Jean-Christophe Tortora et à Laurence Bottero. Merci pour ce beau débat très riche. Merci.